Où nous recevons aujourd'hui M. Malou, ancien fonctionnaire international et rédacteur au CRIPS, qui était une revue qui retraçait l'histoire politique du Congo en Belgique. Il a un parcours politique de fonctionnaire international et scientifique reconnu. Nous avions fait une série d'émissions avec lui à la demande de beaucoup de personnes, notamment certains intellectuels des États-Unis. Nous allons aujourd'hui lui poser certaines questions sur un sujet qu'on estime qu'il n'a pas beaucoup approfondi la fois dernière. L'émission se trouve toujours en ligne sur Nasport TV. On l'avait fait en 2 épisodes. Alors, cette question, c'est la province du Katanga. La province du Katanga est une province à une certaine époque considérée comme la plus riche de la République démocratique du Congo, qui est aussi une espèce de vache à lait. N'ayons pas peur du mot, une espèce de vache à lait au niveau du pays. Et cette province a toujours fait l'objet de certains soubresauts tendant dans le sens de l'amener à la sécession. Alors, vous qui êtes déjà originaire du Katanga, mais bien que vous êtes d'abord congolais avant tout, déjà vous avez dépassé toutes ces affaires de tribalisme, et qui connaissait bien la province, qui l'avait étudié un peu sur le plan sociologique, nous aimerions que vous nous éclaircissiez sur certaines questions qui se posent maintenant par rapport à cette province du Katanga. Bonjour Monsieur Anatole Malou. Bonjour. On ne va pas oublier les titres patriarches, comme on aime bien vous appeler. Alors, vous êtes originaire du Katanga, mais vous êtes aussi un intellectuel. Votre épouse aussi l'est. J'avais même promis de le faire passer dans une émission. Je ne l'ai pas encore eu puisqu'elle est hyper occupée, mais je finirai par l'avoir. Cette province du Katanga, qui à une certaine époque s'est appelée Chaba, pourquoi y a-t-il toujours des bruits, sécession? Aujourd'hui, ce n'est plus la seule province riche du Congo. On a découvert que toutes les provinces ont des richesses. Pourquoi il y a toujours cette affaire de sécession au niveau du Katanga? Est-ce que ce qu'on appelle le peuple katangais est-il sécessionniste? C'est une vaste question, mais avant de répondre sur la question spécifique concernant le Katanga, je voudrais juste compléter dans la présentation ce que vous avez dit au sujet du CRISP. CRISP. Donc le CRISP, ça veut dire le Centre de recherche et d'information sociopolitique. Et c'était pas une revue à proprement parler, c'est toute une série de volumes d'études. Je crois que c'est la meilleure qui ait été faite jusqu'à ce jour, en tout cas pendant toute une période, sur l'histoire politique du Congo au jour le jour. Donc le premier volume date de 1959, et puis il y a un volume ou plusieurs volumes pour chaque année. Moi, j'avais collaboré à l'édition de l'année politique 1968, qui n'a pas pu paraître sous ce titre, parce que tout simplement, il y a eu quelques frictions entre le centre de recherche et Mobutu à l'époque de son régime. Et comme il a porté une petite partie de financement par l'intermédiaire du centre de recherche congolais, il a coupé les vivres et mes hôtes dans ce centre de recherche ne pouvaient pas me garder longtemps. Alors j'ai dû mettre fin à cela pour aller... Bon, c'est à ce moment-là que je me suis retrouvé en exil forcé en Belgique et j'ai dû aller reprendre mes études. Mais c'était juste une précision par parenthèse. Mais pour beaucoup d'éléments, y compris tout ce que nous pouvons évoquer à propos du Katanga ou de n'importe quelle partie du Congo, il y a
un volume qui est consacré à la sécession du Katanga dans cette série du CRISP. Donc vous vous rendez compte qu'on a affaire à un intellectuel et affaire à quelqu'un qui a un parcours. Hein. Il a été fonctionnaire international au BIT et j'avais promis dans d'autres sites que je mettrais en exergue toutes les personnalités qui apparaissent au niveau de la diaspora, surtout tous ceux qui veulent, disons, aller postuler pour les futures ou hypothétiques élections présidentielles au Congo. Mais j'avais aussi, et je promets, d'essayer de comprendre certaines questions par rapport à certaines provinces du Congo, parce que j'avais dit qu'aucune question ne sera taboue. Hein, au Bas-Congo, il y a des problèmes spécifiques. Pourquoi il y a toujours, je vais dire, des religions, Simon qui m'a ressorti de là, nous avons pour nous dire Congo. Au Bas-Congo, il y a des problèmes spécifiques. Au Kivu, il y a des problèmes spécifiques. Et là, aujourd'hui, même à Kinshasa, il y a aussi des problèmes spécifiques, l'esprit quinoa. Donc tout ça, chaque fois que je verrai quelqu'un qui a de la matière, concernant chaque province du pays, j'en parlerai. Il ne faut pas que ma démarche soit perçue comme quelqu'un qui pointe les Katanga du doigt, parce qu'on sait que je suis nationaliste. Mais là, les Katanga ou le peuple katangais, je dis bien peuple entre guillemets, parce que la question aussi c'est de savoir s'il y a un peuple katangais. Donc on accuse toujours les Katanga d'être une province sécessionniste. D'où, comment expliquez-vous cette accusation? Eh bien, je pense qu'il faut prendre cette affaire sur deux plans. Tout d'abord, en ce qui me concerne, j'ai été témoin, en tout cas de tous les soubresauts du Katanga à partir de 1960, c'est surtout en ce moment-là. Ce qui a précédé avant, je pourrais y faire allusion, mais ce n'était pas important parce que ça ne concernait pas ce qu'on appelle les Katangais. Hein? Donc, la deuxième remarque que je ferai, c'est par rapport à l'approche que nous devons avoir des problèmes de notre pays. Et souvent, nous sommes obligés de forcer le trait parce que les intellectuels congolais, ou ceux qu'on peut appeler comme ça, c'est un terme qui devient, qui est assez galvaudé, ne font pas leur boulot. Tous les éléments existent pour savoir exactement ce qu'il en est du Katanga, aussi bien de sa population que de ses ressources et de tous ses soubresauts. J'ai été témoin, comme je dis, en tout cas au moins en 1960, j'étais encore élève à l'Athénée, qui était entre Royal, c'était l'Athénée Royal, à Jadoville, Likassi, actuellement. Donc je peux en dire quelque chose parce que même au moment de l'indépendance, j'étais dans la rue avec quelques jeunes de mon âge pour voir, comment dire, fleurir ce fameux esprit dit katangais. Ce que je peux dire, ce qu'on appelle, avec un terme un peu bizarre, le particularisme katangais, qui est un terme qui a été utilisé avant par les Belges, eux-mêmes avant l'indépendance du Katanga. Il y avait toujours eu une tendance à considérer le Katanga comme une entité à part. Et ça, c'était une affaire des Belges. Tout simplement parce que dans le processus de colonisation du Congo, à un moment donné, cette partie du pays a failli être attachée à la Rhodésie et au Nyasaland, c'est-à-dire actuellement la Zambie et le Zimbabwe. Tel était le débat longtemps avant qu'on ait décidé que le Congo soit belge dans sa configuration de 1960. Mais alors, il y a eu des tentatives à plusieurs reprises, mais il n'y a pas eu de révolution de la part des Belges pour exécuter ce projet. Mais une des tentatives, mais je ne vous donnerai pas de date parce que maintenant il faudrait avoir la référence à portée de la main. Je peux vous dire historiquement ce qui s'est passé. Et n'importe quel intellectuel congolais qui veut dire la vérité
de ce qui se passe au pays devrait avoir ces éléments d'appréciation. À un moment donné, on avait dans l'administration du Congo belge, il y avait un gouverneur général. Et puis, il y avait des gouverneurs de province. Et le gouverneur du Katanga avait un rang particulier par rapport au gouverneur des différentes provinces. C'était un compromis au niveau de la Belgique pour que le Katanga ne soit pas détaché du Congo en tant que tel, ou de l'ensemble colonial congolais, pour ne pas cultiver ce particularisme. Mais cela n'a pas duré longtemps. On s'est rendu compte que c'est cela qui allait créer un problème, parce qu'on regardait vers l'Afrique du Sud de l'apartheid, et si on acceptait cela, eh bien ce ne serait plus la politique coloniale belge, ce serait une autre politique, et ça allait créer une autre dimension politique. On a renoncé à cette chose-là, on a annulé cette organisation-là. Ça peut être vérifié dans les différentes publications. Alors, ce particularisme, comme vous dites, belge à un soubassement, c'est quoi comme soubassement? C'est les richesses minières du Katanga ou autre particularisme sociologique? Ce sont uniquement les richesses minières et les raisons géostratégiques. C'est-à-dire par rapport aux Anglais qui convoitaient cette partie, qui avaient un peu négligé, mais le roi Léopold II, lui, a pu l'acquérir. Donc c'est par la suite qu'on s'est rendu compte que, bon, on pouvait faire la répartition autrement. Donc, c'est ça, ce particularisme. C'est-à-dire, c'était la province qui avait le plus grand potentiel apparent en ce qui concerne les ressources minières, etc. Donc, c'est cette partie-là qui pouvait provoquer des convoitises. Mais à la conférence de Berlin, l'affaire était entendue, ça a été attribué à la Belgique, les autres ne revendiquaient plus. Mais lorsqu'on arrive dans les années 60, cette fois-ci, ce sont les Belges qui ont voulu, à un moment donné, voyant arriver l'indépendance du Congo, et ne croyez pas que ça s'est fait longtemps avant l'indépendance. Tout ça s'est fait pratiquement dans l'improvisation en 58 et 59. Disons entre 57 et 60. Dans l'improvisation, parce qu'au moment où l'indépendance est arrivée, devait être proclamée, donc on a permis l'apparition de partis politiques, etc. Il y a eu plusieurs partis nationalistes, dont le MNC Lumumba, qui était finalement le plus important et qui était implanté dans tout le Congo. Et puis il y a eu d'autres partis qui étaient plus ou moins dirigés par, comment dire, des leaders plus ou moins régionaux, plus ou moins tribalistes, etc. En ce qui concerne le Katanga, la CONACAT était le parti, donc, Confédération Nationale Katangaise ou quelque chose comme ça. C'est lorsque la CONACAT a été créée par des Belges, j'insiste, le MNC Lumumba et d'autres partis ont été créés par des Congolais. La CONACAT, je n'ai pas le nom en mémoire, à l'occasion, s'il faut des précisions. Et ça, tous ceux qui nous regardent peuvent rechercher sur Google. Ils peuvent chercher. Ils trouveront la référence. S'ils regardent des bons livres sur l'histoire du Congo, ils verront que la CONACAT a été créée, ou sponsorisée, on peut appeler ça n'importe comment, par des Belges, par des colons belges, des entrepreneurs belges, etc. Mais on a mis à la tête, non pas des Belges, mais on a mis, comment dire, des Katangais. Je ne veux pas dire qu'ils n'avaient pas de convictions, mais ce n'est pas eux qui avaient l'initiative. Il faut être très très précis par rapport à ça, c'est des points d'histoire. Et parce qu'il fallait absolument
qu'à un moment donné, on fasse prévaloir des intérêts katangais, parce que l'Union minière avait peur, comment dire, de perdre dans le cadre de ses affaires. Il fallait qu'il y ait des voix qui puissent les représenter. Et c'est comme ça, bon, les Belges n'ont pas fait cela au Katanga. Ils ont commencé à susciter des particularismes régionaux, hein, un peu dans l'improvisation. Vous connaissez les problèmes qu'il y a eu entre Baluba et Lulua, au Kasaï. Il y a eu ce genre de problème un peu dans toutes les régions, mais les plus emblématiques, c'est au Katanga et au Kasaï. Et au Katanga, effectivement, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas pu faire triompher le point de vue, d'un fédéralisme ou d'une confédération au niveau Congo. Et on a opté pour l'unité nationale du Congo, pour une entité unique, avec une constitution qui permettait quand même un certain nombre d'aménagements pour les provinces. Et lorsque cela a été acquis, les Belges ont perdu la première partie, la première manche. C'est en ce moment-là qu'ils ont suscité ce que je viens de dire. C'est-à-dire, si le Katanga est la province la plus riche, si elle n'a pas une sorte d'indépendance, eh bien, c'est les autres ce sont ces fainéants et ces autres provinces qui vont en profiter. Il faut que le Katanga puisse profiter de ces richesses. Mais derrière ce genre de choses, et ils ont mobilisé un certain nombre de politiciens. Je ne vous dirai pas les mœurs qu'on pouvait voir à l'époque, il y a suffisamment de documentation là-dessus. Mais le projet était, si possible, de faire échapper le Katanga à l'indépendance de cette entité qui était le Congo et de le rattacher à la partie Rhodésie, Nyasaland et Afrique du Sud, où il y avait l'apartheid, jusqu'aux portes du Congo. À des degrés divers, mais en Afrique du Sud c'était cela. Et il y avait beaucoup d'éléments, de cadres techniques qui travaillaient dans les mines ou ailleurs et qui venaient d'Afrique du Sud. C'est ainsi que vous verrez, pour les gens qui parlent la langue du coin, il y a une très grande influence dans le swahili qu'on parle au Katanga, il y a une très grande influence de l'Afrikaans. Je ne vais pas vous donner des exemples maintenant, mais les gens, il y a des mots qui sont passés dans le langage courant dont on ne sait pas qu'ils viennent plutôt de l'influence des Afrikaners parce qu'ils étaient aussi nombreux dans le Katanga. Là, nous avons pris des problèmes par le bout belge. Oui. Alors, cette action des Belges impactait une certaine population. Et cette population qui habitait les Katanga, il y a un terme peut-être abusif, on dit peuple katangais. Cette région, au fait, est peuplée par qui? J'aime bien quand vous dites ça a impacté une partie du peuple. Je ne saurais pas. La notion de peuple est très complexe, mais en même temps, elle est simple. Est-ce que si on parle du peuple katangais, que ce soit à cette époque-là, ou même actuellement, selon la configuration des provinces, est-ce que vous imaginez qu'on parle du peuple équatorien? Donc, l'ensemble des peuples qui sont dans la province de l'Équateur. C'est ainsi que je parlais d'un terme abusif. Parce ce qui est passé dans le vocabulaire commun. Je ne vous le fais pas dire. C'est cette question-là que nous allons essayer de creuser. Donc, si on dit qu'il faut parler du peuple katangais, il faudra bien parler du peuple équatorien. Et puis, dans le Bas-Congo, il ne faut pas parler des Bas-Congo ou des différents peuples qu'il y a au Bas-Congo. Il faudrait parler de... Je ne sais pas quoi vous voyez.
toutes les appellations qu'on peut donner. Hein. Et au Katanga, ce qui est emblématique, c'est qu'il y a le peuple Lunda, il y a le peuple Luba, il y a qu'on appelle maintenant Luba du Katanga, on l'a toujours appelé ainsi, mais les autres diront que le peuple Luba du Kasaï est originaire du Katanga. Hein? Donc dans l'histoire des migrations des gens, etc. Et les langues se ressemblent d'une certaine façon. Or, parler du peuple katangais, jusque-là, en 60, on en avait, moi, je n'en avais jamais entendu parler, c'est-à-dire même en regardant les recherches, etc. Tout ce qu'on a dans le domaine des recherches, c'est ce que les Belges voulaient avoir comme entité. Ça ne concernait pas les peuples katangais, ça allait être, comment dire, les peuples comme les autres peuples congolais, mais avec le même système politique, ou avec l'apartheid, mais ça n'avait rien... Alors, dans ce cas, cette précision faite, je vais reposer ma question, parce que je vais poser à question, à dessein, je vais reposer ma question autrement. Quelles sont les populations qui peuplent les Katangas? C'est une vaste question, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Globalement, on peut prendre de grandes ethnies. Prenons les Baluba, qu'on appelle les Baluba du Katanga, auxquels appartenait Kabila père, et peut-être Kabila fils, dans sa filiation paternelle qui est un peu disputée. Il y a les Lunda, grand peuple, mais qui est à cheval en Angola, au Congo et en Zambie. Où appartenait, je pense, Nguz Karlibond. Nguz Karlibond, Tchombe lui-même, le président de la sécession katangaise, c'était un Lunda, de la famille du Mwatayam, etc. Vous avez les Tchokwe, grande ethnie, qui est aussi bien en Angola, en Zambie, et on retrouve aussi dans d'autres parties du Congo, jusqu'au Bandundu, les Tchokwe. Vous avez des ethnies plus, bon, je ne dirais pas minoritaires, mais il y a... ils sont moins peuplés, au fait, ils sont nombreux. Les Bayéké, par exemple, auxquels appartenait Munongo, qui était un des grands artisans de la sécession katangaise, le fameux ministre de l'Intérieur. Hein. Il appartenait au peuple Bayéké. Le peuple Bayéké, il est originaire, à une période qui est documentée, des Banyamwezi, qui sont en Tanzanie. Donc c'est là l'origine. Ils sont venus par la conquête. Comment ce peuple-là pouvait venir prétendre? Donc le roi qui était l'ancêtre de Munongo, c'était Msiri. Quand il est venu là-bas... Il a été assassiné par un Belge. Par un Belge. Quand il est arrivé là-bas, il a soumis les peuples katangais, ou plutôt les populations, les tribus katangaises locales. Les Basanga, les Babemba, dont une partie est en Zambie, mais la partie qui était là, Msiri était un grand conquérant, connu d'ailleurs pour sa cruauté. Donc, est-ce qu'il pouvait lui revendiquer la qualité de plus de peuple katangais qu'autre chose? Bon, il y a des anecdotes qui me viennent en tête, mais peut-être j'y reviendrai. Quand j'étais jeune, j'ai eu affaire à Munongo, ministre de l'Intérieur, mais ça je vous raconterai si on avait le temps. Parce que vous savez, nous on aime des anecdotes succulentes, les temps on peut en créer. Hein. Oui. Vous savez, les Occidentaux, ils ont la montre, nous on a le temps. Et on peut faire cette émission en plusieurs épisodes. Alors l'épisode, l'anecdote c'était quoi? Non, l'anecdote,
c'est que dans mon itinéraire personnel, c'est pour ça que vous comprendrez que j'ai suivi de très près. J'étais élève à l'Athénée Royal. Là-dessus, l'indépendance est proclamée. Et au premier anniversaire, je crois, de l'indépendance du Katanga, à l'Athénée, d'abord on a, pour dire comment c'était une affaire katangaise, pour ceux qui prétendent ça, dès que la sécession du Katanga a été proclamée, nous qui étions les quelques élèves admis depuis entre 56 et 58 à l'Athénée des Blancs, dans des écoles mixtes, la proclamation de l'indépendance du Katanga intervient, on nous regroupe tous les Noirs vont aller au collège, parce qu'il y a une discipline un peu, et les Blancs restent à l'Athénée. On a introduit au lendemain même l'apartheid. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui, en allant, a protesté pour des raisons. Elle s'est fait indiquer l'ambassade de Belgique au Katanga. Elle est allée dire, mon enfant a étudié chez les Blancs, je paye pour, et il ne peut pas aller ailleurs. Bon, c'était tellement impressionnant qu'ils ont accepté. Mais l'anecdote avec Mounongo, j'avais l'esprit de mon âge un peu, on peut être un peu audacieux. On organise, pendant les vacances, misant sur ma grande taille, peut-être maintenant j'ai un peu... bon, je suis allé, j'ai essayé, j'ai cherché un travail pour les vacances. Et j'ai été engagé à l'essor du Katanga. On m'a dit, vous savez écrire? Je dis, mais j'écris très bien. Comme je venais de l'Athénée Royal, on m'a fait faire un exercice, j'ai bien écrit, on m'a dit, bon, ben, on vous embauche pour les vacances. Et le rédacteur en chef, qui est dans l'histoire du Katanga, M. Nicolas Jack, m'a confié comme premier boulot d'aller faire un reportage sur la foire internationale du Katanga. C'était la première foire internationale, voilà. Et je suis allé là. Et pour ça, d'ailleurs, j'ai une photo dans les archives. Je vais là-bas, j'ai interviewé des gens, je jouais aux journalistes, et tout ça. Bonjour, monsieur le ministre, est-ce que je peux avoir une interview? Je vois Mounongo, bonjour monsieur le ministre, et tout ça. Est-ce que je peux avoir une interview? Il me regarde, il dit, je ne réponds pas à des étrangers. Vous êtes un étranger? Évidemment, tout de suite, les gardes de corps commencent à se mobiliser. Je me suis tiré vite, vite fait, je n'allais pas m'attarder pour qu'on me tabasse. Et puis il y aurait d'autres anecdotes encore plus succulentes quand, un peu plus tard, pas avec Mounongo, mais avec d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque nous assistons à cet événement, le peuple katangais en tant que tel, il n'y avait pas un peuple katangais qui a réclamé l'indépendance du Katanga. Il y avait un parti politique, la Konakat, qui était cornaqué par des colons blancs qui ont poussé à la roue. Et lorsque cela a été fait, comme ils n'ont pas gagné la partie, ils sont revenus parce que l'ennemi mortel, non seulement de ces colons-là, mais disons, nous sommes dans le contexte de la guerre froide. Lumumba ne plaisait pas à grand monde. Donc Lumumba, c'était la bête noire. Comme il a réussi quand même, avec d'autres leaders, à arracher l'indépendance du Congo, il fallait absolument le neutraliser. Et du jour au lendemain, pratiquement du jour au lendemain, disons dans les premières années de 1960, on a commencé à voir des gens qui se présentaient, qui disaient être des Katangais et qui soutenaient Tshombe. Bon, ça ne changeait pas grand-chose.
Et petit à petit, quand ils n'ont pas gagné à la table ronde, parce qu'en janvier 60, on ne s'attendait même pas à ce que le Congo devienne indépendant le 30 juin. C'est quelque chose qui a été fait pratiquement dans la précipitation. Donc, en ce moment-là, hein, tout a été fait pour que le Katanga puisse être détaché. Et le président ou le premier ministre de Rhodésie du Nord, qui était Roy Wellenstand, tout d'un coup nous les avons vus porter l'uniforme militaire belge. En fait, c'était des gens qui étaient venus pour le service civil de l'armée belge et qu'on appelait à l'époque, même au Katanga, Tosa Lisana. Et en Lingala, ces gens-là. Et en 60, tout d'un coup, ils ont porté l'uniforme belge. Moi, j'avais des camarades en classe à l'Athénée dont les parents étaient à la tête de ces histoires d'indépendance du Katanga. Hein? Lorsque les Belges ont mis en place un système qui consistait à détacher les Katanga du reste du Congo, comment la population a-t-il réussi cela? Parce qu'on a comme l'impression qu'ils ont prêché sur une terre fertile. Non. Non, en politique, on peut susciter toutes sortes de sentiments. On peut attiser la haine entre deux voisins qui sont en train de se disputer une parcelle. Il y a beaucoup de frustrations qui peuvent s'exprimer, mais qui peuvent ne rien avoir avec le fond des problèmes. Ce que je peux spécifier à cet égard, c'est que si on le prend sous l'angle que vous posez, les Balouba du Katanga, dont le leader était Sendwe Jason. C'est la population majoritaire du Katanga et qui n'est pas sur des frontières. Ils étaient pro-lumumbistes et ils étaient contre la sécession, on a essayé de les avoir. Les deux têtes connues, enfin quelques têtes, mais très peu, qui ont été considérés à l'époque comme des traîtres, c'est Massam Jacques, le père du gouverneur de la banque, qui était nommé ambassadeur du Katanga en Belgique. Il y avait des gens comme Kimba Evariste, qui, lui, franchira le pas quand on aura mis fin à la sécession, il rejoindra l'unité nationale. Il y avait quelques individus comme ça qui étaient connus comme traîtres, mais les Balouba du Katanga, la population majoritaire, eh bien, majoritaire parmi les différents peuples qui peuvent dire qu'ils sont au Katanga, c'est les Balouba, de Jason Sendwe. Alors là, maintenant, je cherche à comprendre si tel est le cas. Eh bien, comment expliquer après que, même s'il y a eu manipulation politique après, que les Balouba soient chassés du Katanga, c'était presque un génocide. Vous allez comprendre, en 60, dans les camps de réfugiés qui étaient gardés par les Nations Unies, hein, dans des camps de réfugiés qui se sont formés pratiquement du jour au lendemain, il y avait pêle-mêle les Balouba du Kasaï, les Balouba du Katanga, et ainsi de suite. Ils étaient dans les mêmes camps de réfugiés. Un épisode de ma vie personnelle. J'étais, et là nous sommes en 1961, fin 61. Un jour je viens de l'école, je suis sur mon vélo, je viens de l'Athénée, je suis arrêté par la sûreté katangaise, parce qu'en ce moment-là, ils ont mis tout de suite des structures en place. Je suis amené à la sûreté et je suis interrogé par le chef de la sûreté, qui était un Belge. Il m'apostrophe de cette façon. C'est un des grands souvenirs de ma vie. Ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis d'aiguiser ma conscience politique. Il me dit, vous êtes un ingrat, macaque, ingrat. Vous avez la chance d'être parmi les premiers nègres à étudier avec les blancs.
et puis vous vous permettez de critiquer la Belgique, vous allez voir ce qu'on va vous faire. On m'a enfermé. Et dans la maison existe. Quand je vais avec mes enfants jusque-là, j'ai dit voilà où j'ai été enfermé. J'étais là-dedans avec des vieux Balubakat, qui étaient, c'est un grand peuple katangais, j'insiste. Hein? Et il y a d'autres peuples. On ne peut pas incriminer les Katangais en tant que peuple. Il y avait une harmonie entre les différentes ethnies. En 60, on a suscité des choses. Mais là, il y a la responsabilité des hommes politiques. Beaucoup plus loin, un peu plus loin dans le temps, vers le temps actuel, les intellectuels. Ils ont tous ces éléments. Tous ces éléments sont documentés. Jour après jour, il y a des études. Tout ce que je dis, moi, je n'ai pas vécu au 19e siècle. Hein? Vous avez vu chez moi, il y a pas mal de documentation, y compris des documents inédits. Il y a beaucoup de documents. Tout ça peut être consulté. J'ai beaucoup d'amis. J'ai eu des amis une autre fois. Vous savez, le feu Sampassa. Hein? Kaweta qui a... Sampassa, on a grandi dans le même quartier. Nos parents étaient dans le même quartier. Il avait 2 ans de moins que moi. On a grandi dans le même quartier. Et puis, voilà, on a eu les chemins qu'on a eus. Il a été un militant avec nous dans le cadre de l'Union générale des étudiants congolais. Au moment où on a essayé de susciter une aile d'intellectuels katangais au niveau de l'université pour qu'ils revendiquent ça. À l'époque, j'étais venu de Kinshasa en 63 pour créer à l'université d'Elisabethville de Lubumbashi la section de l'Union générale des étudiants congolais. Et c'est Sampassa qui était président de cette section. Il était assistant à l'université. Il y a quelques Katangais dont je ne citerai pas le nom et qui, je n'ai pas le nom en mémoire, qui ont commencé à lui dire mais tu es traître, tu vas t'entendre avec les gens de Kinshasa, etc. Sauf que nous avons grandi ensemble, entre nos parents, avec tous les autres, il n'y avait pas de problème de Katangais, d'originaire de ceci ou de cela. Donc je voulais donner l'exemple des Baluba du Katanga. C'est un grand peuple. Ils ne se disent pas peuple katangais, ils se disent Baluba. Hein? Même si beaucoup plus tard, ils ont pu avoir des frictions avec les autres. Sendwe, qui était leur leader, a été assassiné par les Baluba eux-mêmes, qui ne revendiquaient pas l'indépendance du Katanga, mais qui descendaient pour participer à la reconquête du Katanga pour la soustraire aux mains des Belges. Ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses comme ça. Moi, j'aimerais bien... C'est difficile de répondre à des questions comme ça. Il aurait mieux valu avoir un interlocuteur en face qui démontre le contraire de ce que je dis, etc. D'où vient alors le fait qu'on a comme l'impression qu'il y a une ligne de friction au Katanga entre le nord Katanga et le sud Katanga? D'où viennent aussi ces problèmes? Pourquoi cette espèce de ligne de friction? C'est une question intéressante. Parce que, à part la période de l'indépendance où c'était bien tranché, nous arrivons à l'ère Mobutu. Quand Mobutu est en difficulté, comme beaucoup de dirigeants politiques, comme ça peut leur arriver, sous toutes les latitudes, que fait-il? Il essaie de susciter des divisions. Et il décroche d'abord un homme comme Ngouze, qui à la fin de sa vie demandera pardon sur le fait d'avoir été utilisé à ses basses besognes. Bon. Et puis il y a Kyungwa Mwanza, qui était avec les 13 parlementaires nationaux qui avaient contesté le régime de Mobutu. Et à un moment donné, il a tourné kazakh
il est devenu katangais. Entre 1960 et 1990, Kyungu n'avait pas encore découvert qu'il faisait partie du peuple katangais, puisqu'il a milité même avec les nationalistes congolais, il était avec les Tshisekedi et autres. Et puis tout d'un coup, vers 90, il découvre qu'il est katangais. Et qu'est-ce qu'il emploie comme discours pour mobiliser les katangais? Voilà, les étrangers sont venus nous dominer sur nos propres terres, hein, alors que je ne veux pas aller là-dessus, je ne voudrais pas qu'il me fasse assassiner à mon prochain voyage là-bas, mais s'il m'entend, il sait très bien de quoi je parle, et il y a de la documentation là-dessus. Donc voilà que Kyungu Mwanza a misé là-dessus. Je dis que c'est pour des raisons matérielles, d'enrichissement, comme font les 3/4 des politiciens congolais. Ils sont prêts à se vendre à n'importe qui, et Ngouze, bon, paix à son âme, il s'est excusé avant de mourir, mais Kyungu est toujours là. Il en parle beaucoup moins, mais c'est très facile de mobiliser des gens dans des périodes de crise, surtout économique. On peut découvrir des identités, etc. C'est comme à un moment donné au Kasaï, tout d'un coup, on a découvert que les Baluba et les Lulua, ce n'était pas le même peuple. Hein? Après quelques massacres mutuels, ils se sont retrouvés plusieurs années après pour conclure un pacte dont on parle peu, pour dire plus jamais ça entre nous, nous sommes le même peuple. Alors, déjà, là, il y a déjà quelque chose qui se dessine entre eux et les tétés là. Mais oui. Toujours tiré par à un moment donné, de Kinshasa. Je ne citerai pas de nom en plus, à un moment donné, pour susciter quelques éléments, ce n'est pas ce qui se fait maintenant. À un moment donné, on a voulu dire que les Baluba étaient à l'origine de l'assassinat de Lumumba. Il est vrai que les Baluba du Kasaï, il est vrai que les Baluba du Kasaï, ils sont ceux qui sont, hein, ils ont leur cheminement politique à gauche, à droite, au centre, en avant, en arrière, mais ils ont eu un temps, quelqu'un qui s'était proclamé président, et puis roi, et puis empereur du Sud Kasaï. Et je pense que ce sont les Baluba eux-mêmes du Kasaï qui ont fait un coup d'État, parce qu'à un moment donné, ils estimaient qu'ils n'avaient pas besoin de roi ni d'empereur, même si quelqu'un les avait aidés à essayer de survivre, puisqu'ils venaient de tous les côtés du Congo, à l'époque. Donc, vous voyez, là aussi, on a commencé à susciter, mais on a commencé à dire, bon, la personne dont je parle, le roi, l'empereur Kalonji Toum, c'était quelqu'un qui avait son tempérament, je ne le connais pas personnellement. Mais au moment où on était en train de parler de la sécession katangaise, pendant la sécession, lui, il était d'entente avec le gouvernement katangais qui massacrait les Kasaïens et d'autres peuples originaires d'autres régions et qui étaient dans les camps de réfugiés. Nous sommes allés manifester en tant que nationalistes contre ces arrivées au Katanga. Donc, vous voyez, c'est des manœuvres politiques entre politiciens. Ils se sont tous enrichis en exploitant tout ce qu'ils pouvaient exploiter. C'est un peu comme on voit même dans les pays ici, tout d'un coup, on va titiller le sentiment national. Regardez ce qui se passe en France et dans d'autres pays. Hein? En Belgique, tout d'un coup, flamand, wallon, etc. Moi, je vais vous sortir une question qui fait cliché, mais qui mérite d'être posée. D'où vient ces clichés que les Katangais est paresseux, au point qu'on a comme l'impression qu'on a toujours besoin de gens venus d'ailleurs, notamment même des Rwandais, pour venir. C'est non seulement c'est faux, mais c'est injuste.
Et là, il faut regarder la sociologie du Katanga en tant que tel. Quand les Blancs ont colonisé le Katanga, quand ils sont arrivés au Katanga, c'est une très grande région, je ne sais pas combien de fois la France, mais c'est une région sous-peuplée, surtout dans la partie utile. Si on exclut donc la région des Baluba, donc dans le cœur utile du Katanga, donc Lubumbashi, Likasi, dans le triangle magique où était toute l'exploitation, c'était des populations qui avaient un mode de vie, comment dire, ils n'étaient pas très nombreux. Les Bassanga, par exemple, c'était des communautés relativement réduites. Ce n'étaient pas des villages de 500 personnes, de 1000 personnes, etc. Donc, qui avaient un mode de vie tel quel. Les Blancs, quand ils sont arrivés, ils avaient besoin de main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre, ils sont allés la chercher en Zambie, dans les autres régions du Congo. Et à un moment donné, au moment où on arrivait à l'indépendance, mais vous savez, les gens de notre génération savaient très bien que pour les travaux au fond des mines, à Kipushi, à Kakanda beaucoup plus tard, hein, à Shinkolo, là où il y a l'uranium, les travailleurs de fond, les mineurs de fond, on allait les chercher au Rwanda et au Burundi. C'est ceux qui, enfin, on rigolait entre nous beaucoup plus tard, que c'est les seuls nègres qui avaient pris l'avion. Parce que personne ne prenait l'avion pour aller n'importe où. Du Katanga, il n'y avait pas. Mais il y avait des contingents de travailleurs Barundi et Rwandais qui étaient recrutés directement là-bas et qui venaient travailler au fond des mines. Et qui sont maintenant intégrés, ils ont fait des enfants, ils ont fait toute leur vie là-bas. Il s'est passé beaucoup de choses en ce qui les concerne. Il y a eu des désordres aussi au moment de l'indépendance, parce que beaucoup, après un certain temps, ils pouvaient rentrer chez eux, ils pouvaient hériter de propriétés chez eux, ou revenir à leur mode, mais avec quelque chose en main. Mais ce qui se passait, c'est que ceux qui se sont intégrés, et il y a eu des discriminations entre populations. Pas des discriminations comme ça. Ça peut être dans des chansons, on se retrouve tous ensemble, les Babemba se moquent de tel autre se moque de tel, etc. Les Rwandais, quand ils étaient réformés, après les travaux du fond des mines, eh bien, ils remontaient en surface et c'est eux qui se chargeaient de nettoyer les toilettes publiques dans les camps de l'Union minière. C'est connu. Donc, c'était considéré comme une population de seconde zone, mais leurs enfants, nous les avons retrouvés à l'université. Et c'est beaucoup plus tard, en arrivant à l'université, qu'on se disait, mais ces gens sont très intelligents. Beaucoup de gens ne se rendaient pas compte de cela, mais ont fréquenté les mêmes écoles, mais ils ont un tempérament qui est propre à leur culture. Mais ils n'étaient pas discriminés en tant que tels, parce qu'il n'y avait pas de discrimination, il y avait de l'ordre dans ces choses. Donc l'histoire de raconter que les Katangais sont paresseux, ils ne sont ni plus paresseux, ni plus ceci ou cela que d'autres. Et pour ceux que j'ai fréquenté, parce que je suis passé par le petit séminaire pour un petit temps, mais je connais des gens extrêmement intelligents, jusqu'aujourd'hui. Et ceux que je connais, que je fréquente encore, je les interpelle quand nous avons ce genre de questions. Je dis, mais parlez, je les connais, parlez. Vous laissez dire, notamment au moment où il y avait les histoires de Kyungu, j'étais avec des amis, dit, mais mon cher, il est en train de déconner ce type. Je dis, mais pourquoi vous ne lui dites pas? Pourquoi vous n'avez pas ce courage intellectuel?
Et il y a eu beaucoup de débats comme ça avec, je ne citerai pas le nom de mes amis, nous continuons à débattre là-dessus, chaque fois que nous pouvons, sauf avec ceux qui ont des intérêts politiques. Il y en a un par exemple, un élément absolument brillant. Déformé ou couturier. Oui, c'est maintenant notre tour. Il y a un intellectuel de référence chez les Katangais qui aurait pu faire autre chose que ce qu'il a fait. À un moment donné, il a incité, par exemple, il se reconnaîtra s'il m'entend. Alors, j'ai le courage de m'interpeller. Sampassa, qui a eu une carrière politique, à un moment donné, il a éprouvé le besoin d'écrire ses souvenirs, hein, une sorte de mémoire. Et l'ami en question l'a incité, l'a aidé à faire, parce que l'ami en question est une très bonne plume. Un excellent sociologue, politologue, il a écrit des choses bien. Mais si vous lisez ses œuvres, vous allez comprendre comment on crée l'esprit de tribalisme et ce que je peux appeler le katanguisme, qui est tout à fait artificiel, entre guillemets. Hein? Ça ne concerne pas les Katangais, ça concerne des gens qui sont dans la course au pouvoir, qui manipulent ceci ou cela. Ce n'est pas les Katangais. Et d'ailleurs, si on les comparait à d'autres populations, ce sont des populations très pacifiques. Hein? Donc, je reviens à ça. Il interviewe, donc pour l'écriture du bouquin, Sampassa. Et puis il lui fait dire, n'est-ce pas que quand vous étiez petit, les moniteurs qui étaient, par exemple, Baluba, faisaient de la discrimination. Quand un Katangais était premier, on donnait le prix à un Kassaïen ou à quelqu'un d'une autre région. N'est-ce pas? Bon, Sampassa ne remarque pas en passant. Il répond à des questions plus... Avant de publier son truc, il m'envoie le manuscrit. Il dit, mon cher, est-ce que tu peux relire ça? Et à l'époque, je crois qu'il était ambassadeur au Canada. Je lis, je dis, mais Sam, comment tu peux tolérer? Est-ce que c'est comme ça que nous avons vécu? Ça sort d'où? Si tu publies ça, nous sommes nombreux, nous serons obligés de te contredire. Entre nous, parce que c'est pas possible. On a eu les mêmes maîtres, ce que l'autre te fait dire, ça ne s'est pas passé comme ça. Voilà. Il n'a pas publié cette histoire-là, il publiera un ouvrage un peu plus, comment dire, plus objectif, et qui rapporte d'ailleurs une réunion qu'on a eue avec lui lorsque Mobutu l'a appelé à son service et qu'il est venu chez moi à la maison pendant que j'étais en exil intérieur avec le comité de l'UJEC des étudiants de l'époque pour nous dire voilà, peut-être c'est mieux de lutter de l'intérieur, où nous lui avons dit si tu vas lutter de l'intérieur, on va te faire porter une arme et tu seras obligé de la pointer vers nous. Ben, une autre question cliché, il paraît que les Katangais est impulsif et qu'il boit beaucoup. Enfin, pas plus que d'autres. Il y a des mœurs qui peuvent être différents. Hein? Des comportements qui peuvent être différents par rapport à ceci ou cela. Je vais donner un exemple qui est connu. Mais on peut avoir une interprétation différente de cela, ce qui est mon cas. Vous prenez une population comme les Babemba et les Bassanga. Une femme peut boire, elle prépare son munkoyo, elle peut boire. Elle boit, elle peut se saouler. Si tu prends des populations originaires du Kasaï, comme les Baluba, ou d'autres ethnies d'ailleurs, on ne voit pas une femme saoule sortir. Mais chez les Katangais, on peut voir un homme et une femme, tous les deux sous, en train de chanter ensemble. Hein? Il y a une plus grande tolérance par rapport à ça.
mais on ne peut pas dire que ce sont des soulards. Il y a des travaux dans lesquels ils ont excellé. Tous ceux qui ont pu être recrutés, que ce soit à l'Union minière, que ce soit dans différentes sociétés, ils n'étaient pas du tout moins valables que d'autres. C'est une légende quelqu'un échoue, on lui dit c'est à cause de tel autre. Hein? Mais c'est pas possible. Ils avaient accès aux mêmes histoires, ainsi de suite. C'est faux. Tous les Katangais que je connais, des gens de notre génération, qui ont bénéficié des mêmes, comment dire, des mêmes infrastructures et tout ça, ne correspondent pas du tout. Mais alors, pas du tout à l'image qu'on voudrait donner. Parce que si on va d'un autre côté, et vous allez retrouver des clichés dans des musiques hein, d'époque, les Balois ont une autre image. Vous allez trouver des Katangais entre guillemets qui vont dire les Balois sont comme ceci, comme cela. C'est des clichés, effectivement. Hein? C'est ainsi que je parlais des questions clichés parce qu'il n'y avait pas de questions taboues au fait. Oui. Il fallait qu'on sorte tous ces clichés afin qu'on les détruise justement. Oui. Parce que les Congo est un et indivisible. Je fais une émission sur les Kivu, j'ai promis que j'en ferai sans tabou sur toutes les provinces afin que tous ces problèmes soient évacués et que les politiciens ne se servent plus du peuple congolais, je veux dire de certains naïfs, pour des manipulations à caractère politique. Monsieur Anatole Malou, les patriarches, ça a toujours été un plaisir de vous recevoir. On apprend beaucoup, vous êtes une véritable bibliothèque. On a passé une longue émission et qui se termine là. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur les Katanga. Et rappelez-vous, le Congo est un et indivisible. Voilà. Laissez-moi quand même un dernier petit mot. J'insiste parce que c'est, comment dire, j'y tiens beaucoup. Je n'aimerais pas que tout ce que je peux dire puisse être interprété suivant les gens qui cherchent toujours un mot ou l'autre. J'ai dit au début de notre entretien que tout cela était documenté. Et que je suis témoin d'une partie de cette histoire. Et je peux dire énormément plus de choses et je connais beaucoup de gens de ma génération et de la génération d'après, Katangais ou non, qui peuvent dire exactement la même chose. Pour quelqu'un de mon âge, combien, je crois que comme l'Union minière où travaillait mon père, donnait des congés pour aller au village, ainsi de suite, etc. Eh bien, dans toute ma vie, avec les congés des parents, dans toute ma vie, je n'ai pas passé plus de 2 à 3 mois maximum au Kasaï, tout cumulé. Je suis Katangais, je suis Kassaïen, je parle le Swahili, je connais le Kisanga, je comprends le Kiluba. Le Chiluba, je me débrouille. Je suis Katangais, je suis Kassaïen, c'est ma culture, ce sont mes traditions auxquelles j'ai ajouté beaucoup d'autres traditions. Je terminerai en disant, je défie quiconque de dire les gens de notre génération, et même maintenant, beaucoup plus, qui n'a pas de Katangais, soi-disant Katangais, dans sa famille, comme femme, comme mari, comme enfant, comme neveu. Si je vous disais combien de beaux-frères, donc moi je suis dans une famille de 8 personnes, si je vous disais combien d'enfants, de beaux-frères, de petits-enfants qui viennent chez moi là, hein, et même il y en a qui ont grandi chez moi, qui soi-disant seraient Katangais. Je peux critiquer, si c'est le mari de ma soeur, je vais dire, mais vous les Katangais, vous êtes des soulards? Ou il va me dire, mais pourquoi il est... C'est n'importe quoi. Ma dernière interpellation, c'est que les intellectuels, aujourd'hui, et depuis plusieurs années, et pas seulement Katangais, mais beaucoup, c'est la classe
dite intellectuelle au Congo, elle a un grand travail à faire. Et le premier travail à faire, c'est son autocritique, pour ne pas essayer d'alimenter ces choses qu'on dit. Parce que notre pays est en danger, c'est un Congo qui est un. Si, et je finirai mais vraiment par là, imaginez, à notre dernier entretien, vous m'aviez posé la question, est-ce que Kabila, père, est un nationaliste? Je crois que j'ai dû choquer un certain nombre de gens en répondant, pour moi, c'est un faux nationaliste. Imaginez dans les combats qu'il a menés, ou auxquels il a participé, en tant que jeunesse de Balwakat, qui a fait le tour à Kisangani et qui est revenu au nord Katanga, etc. Pendant la mort de ces deux, il finit président. Le premier acte qu'il devait avoir fait en arrivant au Congo, même s'il était cornaqué par ceux qui étaient avec lui, il était assez malin pour essayer de renouer le pont. Il a refusé systématiquement de faire ça. Je vais plus loin. L'endroit où Lumumba a été brûlé dans de l'acide pour l'unité du Congo, c'est au Katanga, c'est entre Likasi et Lumumbasis dans la brousse là. Je ne sais pas s'il y a un mémorial. Si Kabila avait posé comme premier acte, en tant que Katangais, soi-disant, hein, de mettre un mémorial à cet endroit-là, de sorte que quand on passe, on sait que cet homme-là est mort pour l'unité du Congo. Tu crois qu'il y a des gens qui oseraient aller s'entretuer pour dire « moi je suis Katangais, moi je suis là ». Le jour où Lumumba est sorti de prison, de Boulou, nous l'avons acclamé à Likasi. J'étais, je sais pas, je devais avoir 17 ans, ou quelque chose comme ça. Nous sommes allés voir Lumumba partir à la table ronde. Il a été brûlé dans de l'acide. Et les gens qui ont fait ça, il y en a qui vivent, qui ont de la descendance. Ils n'osent pas revendiquer cet acte. Si Kabila, en tant que nationaliste, avait dressé un mémorial au cœur même du Congo, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des individus qui veulent diviser ce pays, qui oseraient se prétendre katangais sans se référer à la nation congolaise qui est une? C'est quoi un peuple? Un peuple, c'est quelqu'un, ça partage l'histoire, ça partage la géographie. On peut aller n'importe où et revenir, on appartient à un peuple. Le peuple congolais est une réalité, il est dans les limites d'un État déterminé, et quand une partie de ce peuple se déplace, va ailleurs, il sait qu'il a une appartenance. Le Katanga, en tant que tel, il y aura encore des soubresauts parce qu'il y a des gens qui créent des situations pour en profiter politiquement. J'en ai cité. Le patriarche a parlé, merci de nous avoir suivis. Pour nous écrire, réagir, les adresses au bas de l'écran. Merci et à la prochaine.